À tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo sur Hearthstone. On va débloquer les personnages. Donc mon cher, euh, mon cher ami, vous voyez que là on a le tri. C'est-à-dire on peut enlever certaines cartes que l'on ne veut pas. Donc là je vais juste enlever un maître bouclier de Senjin car il coûte trop cher. Vous voyez que là en première case ça peut être très bien. Donc je vous laisse le micro. Donc là, il en est actuellement à son premier tour. Il invoque un projectile des arcanes qui inflige 3 dégâts aléatoirement à l'ennemi. Étant donné qu'il n'avait pas d'invocation au moment où il a lancé ce sort, l'ennemi prend directement 3 dégâts dans sa tête. C'est le Gourak. Il vient d'invoquer deux invocations. Deux serviteurs, étant donné qu'il n'en a aucune qui est de charge, il ne peut pas attaquer directement. Donc il vient de se faire guaquer. Donc là je viens d'utiliser mon pouvoir héroïque pour ping la carte. Il vient de rajouter une carte par-dessus, ce qui n'est absolument pas grave puisque tout simplement je vais mettre maître bouclier de Senjin exactement pareil que lui. Donc vous voyez que là elles ont plus d'attaque que de vie que d'attaque, donc c'est très bien. Par contre cette carte là va être très embêtante. Euh, donc ne surtout pas faire ça parce que si ça touche lui, il va gagner beaucoup d'attaque. Donc ce qu'il va falloir faire, on va faire comme ça. Ça surtout pas non plus. Du coup on va faire ça. On va détruire lui. Euh, Lui on va le laisser se casser les dents puisque de toute façon il va monter en puissance et tout ça. Donc nous n'avons pas de silence dans ce deck malheureusement, pas encore. Donc vous voyez que là il remplit son board. Donc là ça ferait des bonnes cibles pour ça. Mais du coup lui il est trop puissant donc il va falloir absolument le gérer. Donc ce que je vais pouvoir faire ce tour-ci, c'est tout simplement faire ceci, ceci, et du coup je détruis un monstre et je détruis celui-là. Ensuite pour un de mana, je vais pouvoir faire ça. Donc espérer que ça touche les trois, c'est très rare quand même. Donc là je pense qu'il va trade, voilà il trade. Donc il est officier champ de guerre. Donc ça veut dire que ces créatures qui auront moins de 3 d'attaque auront charge. Il joue également une arme qui lui permet de me face comme un gros bâtard. Là tout ce que je vais pouvoir faire, je pense, c'est l'occuper. Tac. On va mettre du capital sur le terrain. Donc j'hésite. Je pense qu'il va attaquer lui, donc au pire des cas je vais attaquer. Je vais quand même le ping au cas où, parce que s'il attaque lui, il est mort. S'il attaque lui, ben... Donc là il fait exactement l'inverse, l'opposé de ce que j'avais pensé qu'il allait faire. Donc là son armure vient de tank, donc là je vais laisser le micro, pas l'armure, le micro à notre cher et estimé confrère, donc pour qu'il vous explique un peu son point de vue. Alors là, je pense que tu es mal barré vu le peu de cartes que tu as en main. Ou alors il faut que tu aies d'autres monstres de charge parce qu'il va tout de suite t'en ressortir un à sa tête. Il faut toujours avoir à l'esprit le card advantage, c'est-à-dire que là il est en train de me sortir une grosse créature, mais prochain tour, simplement je vais pouvoir faire boule de feu et ping. Donc cette créature sera concernée comme nulle. Enfin, il aura fait du card advantage. Ou là, au lieu de faire ping, j'ai juste à faire ça. Du coup, je fais du card advantage parce que du coup, je détruis deux serviteurs pour deux cartes. Donc c'est toujours mieux que ce que j'avais avant. Donc je vais essayer de piocher des cartes toujours pour avoir une avance au niveau de la main. Donc je te laisse exploser tes impressions. Là, je pense que s'il n'invoque pas ce tour, il est très très mal barré.
Je me disais aussi, c'était trop facile. Euh, Tu as intelligence des arcanes, tu peux t'en servir ce tour. De toute façon, tu es obligé de le faire dans ce genre de situation. Donc voilà, on a une boule de feu. Donc une boule de feu qui va tout de suite partir dans ses dents. Donc tu l'auras certainement compris puisque ce genre de créature n'a pas forcément envie d'aller les titiller. Hein. Donc tu vois que là il sort des armes. Donc avec son armure il tank, donc il peut se permettre d'aller taper les grosses créatures. Donc vous voyez que en fait je vous ai pas expliqué mais le principe du guerrier c'est que chaque tour il peut se rajouter 2 d'armure. Donc c'est extrêmement simple pour lui de dépasser les créatures. C'est pour ça qu'il faut essayer de garder le board control et tout ça. Donc je repasse la main à mon confrère. Euh, alors là, il est supérieur en nombre, mais vu qu'il a de l'armure, le chasseur en profite, le guerrier en profite, et va détruire ses unités, enfin ses serviteurs. Mais ces serviteurs ont pas mal de vie, donc ça se complique un peu pour le guerrier. Enfin, pour le guerrier. Notamment avec l'invocation de la gueule d'acier des oasis. Mais il vient de lancer quelques créatures pas mal. Enfin, pas mal. Ça dépend de quel côté on est. Mais je laisserai mon collègue Schizo vous expliquer ce qu'il fait. Donc là je suis en train d'essayer de sacrifier le moins de créatures possible sur le bouclier, enfin le provocation. Pour la simple et bonne raison que du coup voilà, vous voyez, il va essayer de trade. Donc prochain tour, je vais pouvoir l'avoir avec cette naine. C'est un ingénieur novice. Ah là, ça sent mauvais pour moi, puisque du coup il va trade celle-là, qui aurait été un atout majeur pour moi. Il gagne de l'attaque, donc c'est très très mauvais pour moi. Le top deck des familles, voilà, je ne nie pas. Donc toujours là, choisir entre une 6-2 et une 1-1, je préfère tuer la 6-2, hein, vous comprendrez certainement pourquoi. Donc vous voyez que le mouton me fait un petit peu mal, mais bon, il tape du 1, donc ça va. Vous noterez la puissance incroyable du mouton, attention. Un maître bouclier de Senjin avec la provocation, c'est bien, ça sert de protection. Et toujours essayer de garder le board control, donc essayer de ping ce qu'on peut. Donc là il met un chasse-marée murloc. Ça sert de board control puisque c'est assez bien puisqu'en fait vous voyez que c'est pour 2, ça fait 2 monstres. Donc voilà le logo roche-point qui me tombe dans la main, je ne peux pas résister à son appel surpuissant. Donc là vous voyez que je crame toutes les cartes au fur et à mesure qu'elles arrivent, mais faut éviter de faire ça en général. Ça va bien que là je suis contre l'IA, mais vous voyez que là il a l'exec qui tombe. Évidemment fallait s'en douter, c'est la carte à faire gaffe avec le guerrier. Puisque toute créature qui a été blessée peut être exécutée. C'est-à-dire qu'elle est morte d'office, on peut la considérer perdue. Hein, sauf si vous avez un courbe sort ou un contre-sort avec le mage, vous êtes foutu. Donc là, il vient de faire tomber toute l'armure du guerrier d'un coup. Il va s'en rajouter que 2, mais ça ne suffira pas. Puisqu'il va lui infliger directement 12 de dégâts au prochain tour, moins 2 avec l'armure. Donc le guerrier se retrouve avec 11 points de vie. En plus, il a la métamorphose dont il pourra se servir si jamais le guerrier squatte un peu trop de puissance sur son terrain. Évidemment, la métamorphose ne marche qu'avec une seule créature. Sinon, ce serait trop simple. Il me semble que j'ai l'étal. Je n'ai presque plus de cartes, mais bon voilà. Hein. Bah en plus, l'ami, parce que là ça fait 12, donc là il a 13 avec l'armure, et avec la boule de feu, donc tout va bien. Donc je ne dérogerai pas à la règle fantastique de Hearthstone, j'essaie de le mettre aussi bas que possible en négatif, et donc moins 3, j'ai gagné. Donc pour la prochaine partie, donc je vais laisser la main à mon collègue
qui n'a pas joué depuis un moment. Donc voilà, 2 héros sur 9 que je débloquais. Donc également un éclair de givre, ça peut servir énormément. Donc c'est toujours bien d'avoir des éclairs de givre dans son deck, puisque ça te permet de trade, ou alors de temporiser tout en faisant des dégâts. Donc, par exemple, vous voyez que là j'ai failli me faire défoncer par l'ogre roche point. Et ben j'aurais sorti, si j'avais mon, mon éclair de givre, j'aurais pu commencer à l'agresser, et en même temps, fais gaffe, c'est le fil. Et en même temps le geler, donc gagner un tour où il ne pourra pas m'infliger de dégâts. Donc je laisse mon collègue prendre la place et choisir son adversaire. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons actuellement débloqué un personnage de plus. Nous avons le guerrier. Alors, Je lui conseille quand même le mage, puisqu'on a l'éclair de givre qui peut être une très très bonne tempo, donc un atout majeur à ne pas négliger. il avait raison sur ce point-là. Le guerrier a cependant une armure, c'est non négligeable. Mais l'armure du guerrier peut facilement tomber, et vaut mieux avoir la fabricante d'armure quand on peut l'utiliser, car la fabricante d'armure est une carte que dès qu'un serviteur allié reçoit des dégâts, fait produit un d'armure. C'est-à-dire que par exemple contre un paladin par exemple, ça peut être très puissant, pour la simple et bonne raison qu'on envoie nos créatures taper contre les tokens 1-1, donc à chaque dégât contre les tokens 1-1, on gagne un d'armure. Token qui peut invoquer tous les tours. Donc on gagne énormément d'armure assez vite, surtout si on a beaucoup de provocation, donc ça peut marcher dans un deck contrôle. Donc je te laisse maintenant, parce que si je te laisse pas jouer ça va pas le faire. Ça va pas plaire aux abonnés. Oui, et effectivement, si c'est une vidéo de gaming et qu'il n'y a pas de jeu, ce n'est pas intéressant. Donc, Mais certains le font quand même. Regarde Fanta et Bob, il y a certaines personnes qui ne regardent pas leurs vidéos, qui écoutent juste ce qu'ils disent. C'est des vidéos de gaming où le plus intéressant c'est ce qu'ils disent. il a raison. Bon, donc je prends le mage, puisqu'il a justement éclair de givre. Et pour la sélection d'adversaires, je vais laisser mon ami Schizo vous expliquer. Donc le chasseur pour 2 de mana inflige 2 points de dégâts au héros adverse. Le chaman se donne 1 d'armure et 1 d'attaque par tour. Non, non, le chaman lui peut invoquer des totems aléatoires. Donc à savoir le totem de soin, le totem de feu, c'est-à-dire un token 1-1, le token de provocation, une 0-2 avec provocation, le token de dégâts de sort, donc ça rajoute un au dégâts des sorts. Donc c'est une variante assez aléatoire, mais qui peut aller très loin si on a un peu de chance. Donc le druide, justement j'avais confondu, fait un d'attaque et un d'armure. Le prêtre peut healer n'importe qui sur le terrain, donc en général c'est ses amis. Mais par exemple avec la prêtresse au Shunai qui inverse les soins en dégâts, ça peut devenir très 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 violent. Notamment avec cercle de soins ou cercle de soins et enfin prêtresse au Shunai cercle de soins, parce que dans l'autre ordre ça marche pas. Ou alors Nova Sacré et prêtresse au Shunai. Ah non, ça d'ailleurs ça marche pas parce que ça inflige des dégâts à vous, mais pas à vos adversaires en plus. Donc le voleur, son pouvoir spécial, enfin c'est comme une classe de fourbe, hein, son pouvoir spécial c'est de se mettre une dague 1-2 pour 2 de mana. Le paladin, j'en ai parlé précédemment, fait apparaître des tokens 1-1, des petits monstres qui peuvent être très utiles quand même. Le démoniste est une des classes c'est pas ma classe favorite, mais certains l'affectionnent beaucoup. Notamment pour certaines cartes qui peut jouer au tour 1 des 3-2. Assez difficile à gérer pour le début, donc ça c'est pour les zoos en général. Donc son pouvoir spécial, c'est il sacrifie 2 points de vie et 2 points de mana pour pouvoir piocher une carte. Ce qui peut être très utile dans les unlock. Unlock, c'est-à-dire on essaie d'avoir la main aussi pleine que possible, toujours en regardant enfin 8 ou 9 en fait, puisque du coup on a beaucoup plus de possibilités. Donc je laisse même le micro à mon cher ami, puisqu'il m'a l'air de s'impatienter.
Oui, mais donc, comme vous venez de l'expliquer, le démoniste sacrifie 2 points de vie et 2 points de mana, ce qui peut vous avantager si vous êtes contre un démoniste, puisque c'est pas forcément évident de jouer en perte de points de vie. Par contre, quelque chose, les démonistes, toujours faire attention à bien essayer de clean le board parce que si vous laissez, mais vous allez vous en prendre. Puisque, comme je vous ai expliqué au tour 1, en sacrifiant 3 points de vie, le démoniste invoque une 3-2. C'est pas négligeable au tour 1 si on tombe là-dessus. Ou alors les terreurs du vide, une 1-3 pour 1 mana, provocation. Non, c'est les marcheurs du vide. Donc c'est quand même assez, assez irritant quand on tombe dessus et qu'on a beaucoup. Quand c'est un deck contrôle, c'est énormément. C'est agaçant parce qu'on ne peut pas l'attaquer. Donc justement, c'est ça le principe du démoniste. Il peut invoquer beaucoup de monstres très rapidement. Certes en perte de points de vie, mais à un certain moment, justement, le démoniste peut être très fort avec les géants de lave qui coûtent 20 mais qui coûtent un cristal de moins pour chaque point de vie qu'on a en moins. C'est-à-dire, à partir de 10 points de vie, on, on peut l'invoquer gratuitement, en dessous de 10 points de vie. Et c'est une 8-8, donc c'est extrêmement fort. Donc je vous laisse parler et je vous laisse choisir, mon cher ami. Oui, donc si nous passions à la sélection de l'adversaire, nous allons choisir au hasard, on va dire le druide. Très bon choix, puisque même s'il a un point de dégâts, il va se prendre des points de dégâts aussi en attaquant. Mais son armure peut être facilement tombée par justement le sort du héros des mages, justement. Le petit ping fait tomber l'armure à chaque fois si on l'utilise toujours sur lui. Donc là, c'est une main pas terrible, je tiens à préciser. Donc l'intelligence des arcanes, on peut la garder, mais la métamorphose et le gros rush point, c'est pas une bonne main, puisque c'est très late game quand même. Late game, c'est tard dans le jeu. Donc c'est-à-dire que le grand rush point, le tour 6, ils sont là en main de départ. Alors, donc tu as intérêt à top deck un petit tour 1. Tour 1 ou 2, ça irait bien. Tu vas avoir mal. Oui, là je dois reconnaître que nous avons vraiment eu la poisse. Pour accentuer tes chances, tu aurais également pu retirer ton intelligence des arcanes, mais c'est une carte très utile en tour 3, puisqu'on commence à piocher, à grappiller les cartes, et plus on a de cartes dans la main, plus on débloque de possibilités, donc c'est très avantageux. Je tiens à te mettre en garde également contre la boule de feu. La boule de feu peut être très utile contre des monstres, notamment face à des géants de lave, comme je t'en ai parlé, mais les géants de lave sont beaucoup plus utilisés chez les démonistes, notamment en endlock. Donc là, tu as une très belle solution, tu peux ping, et au lieu de chevaucheur de loup qui va pouvoir se faire tuer, tu fais projectile des arcanes, ping. Auquel cas, tu lui mets 4 points de dégâts pour 3 points de mana. Alors que dans ta deuxième solution, tu mettais 3 points de dégâts plus les deux, mais c'était dans un tour prochain et il aurait très bien pu avoir un sort pour contrer ça. C'est exact, mais... Oh, Donc il utilise la pièce qui lui confère un cristal de mana en plus et la gueule d'acier des oasis. Donc avec cette carte, pour l'instant on n'utilise certainement pas le- la boule de feu sur elle déjà. Surtout en plus tu viens de trouver la métamorphose. Oui mais non, non, attends. Si la métamorphose tombe, je suis en train de réfléchir également. Donc si la métamorphose tombe, donc on en a déjà une de moins. Sachant que le druide a une carte qui permet de rendre tous ses points de vie à un serviteur et de lui donner provocation. Donc c'est très fort avec ça, donc je te conseille d'essayer de la gérer assez vite. Donc tu peux très bien métamorphose, mais il va falloir faire attention à cette carte justement, puisque cette carte avec la gueule d'acier des oasis peut être très puissante en combo justement. Une combo, c'est quand on utilise plusieurs cartes pour donner quelque chose de plus fort. Et voilà, c'en est encore une autre. Plus de provocation, donc il va falloir que tu la gères. Donc ce que je te conseille de faire, c'est ton chevaucheur de loup, qui va directement aller lui asséner un coup puissant.
Et ensuite tu peux lui ping dans sa tête, enfin le ping face comme on dit. C'est-à-dire lui taper dans la tête avec le ping de la classe. C'est-à-dire que on lui enlève son point d'armure, ce qui est quelque chose de non négligeable. Donc on l'a vu avec le guerrier, ça peut monter assez vite. Mais le guerrier il en a deux, mais lui il en a que un, mais ça peut quand même monter assez vite. Donc je te laisse expliquer un peu ce que tu fais. Bien, pour l'instant, j'essaye de gérer. Étant donné qu'il n'a aucune provocation, je pourrais utiliser la boule de feu. La boule de feu sur le Yeti c'est beaucoup mieux déjà, je tiens à préciser. Tu pourrais également faire la jouer plus fine, c'est-à-dire tu as intelligence des arcanes et s'il te plaît, tu pourrais éventuellement intelligence des arcanes et raptor, mais ce serait pas très avantageux. Tu pourrais intelligence des arcanes et regarder ce que tu pioches pour ensuite essayer d'avoir une main pleine, mais comme là le Yeti est très menaçant, je te conseille vraiment la boule de feu et ping face. Ou alors boule de feu et raptor. Je prendrai la boule de feu et le raptor, étant donné qu'il ne pourrait que, vu que j'aurai une créature, il ne se sentira pas obligé de m'attaquer directement. Ça s'appelle la pression sur le board. Donc toi tu l'as expliqué sans les mots, mais en fait c'est la pression, c'est par rapport au nombre de cartes qu'on a sur le board et au point de dégâts. Donc c'est à dire que ça oblige l'adversaire à essayer de trade pour essayer d'enlever les points de dégâts de l'adversaire. Là tu as une bonne main. Donc ce que tu pourrais faire c'est intelligence des arcanes pour essayer de piocher un peu plus. Et donc là tu as une main magnifique en effet. Donc soit tu maître bouclier Senjin et tu l'attaques, auquel cas il va se casser les dents. Attends, tu aurais également pu chef de raid et lui détruire sa carte. Auquel cas tu ne vas pas lui détruire sa carte. Non, parce qu'il se serait cassé les dents tout seul, il aurait pris 3 points de dégâts, il t'aurait suffi de la ping au prochain tour. Tu auras pu grappiller 3 points de dégâts sur ton adversaire. Je n'y avais pas pensé, c'est vrai, mais Et donc ce move aurait été presque inutile. Enfin, il l'aurait fait après, mais du coup ce move lui aurait coûté un peu plus cher à ce niveau-là. Ici il a été inutile, mais ça aurait pu être beaucoup plus violent pour toi. Donc cette carte là n'est pas utilisée dans ce genre de cas de figure. Donc là tu pourrais Ogre Roche-Point et Ping Face, enfin ou Ping dans la gueule d'acide des oasis, comme ça une boule de feu l'achève au prochain tour. Donc toujours essayer de réfléchir à ce qu'on peut faire avec son dans la main. Donc là tu ping sur la 2-7 et avec ta provocation tu face. Pour éviter de perdre ton seul bouclier. Non, tu face. Ne jamais, quand on n'a pas de provocation en face, ne jamais faire ce genre de choses. Puisque chaque dégât peut être important. Donc là, du coup, il va falloir que tu boules de feu sur la provocation tout de suite. Après, avec l'engrochement, tu vas très bien pouvoir achever la 2-6. Mais là, la 6-5 est beaucoup trop menaçante. Après, tu pourrais mettre bouclier de Senjin. Ogre Roche-Pan sur la 2-6. Et après, projectile des arcanes. Ce qui te permettra... Non, après. Puisqu'il y aura plus de chances que ça tombe sur la 4-2. Donc, plus de chances que tu puisses l'achever au prochain tour. Ou que ça l'achève tout de suite. exact, je n'y avais pas pensé encore une fois. Donc là, tu vas pouvoir la ping au prochain tour si il n'agresse pas ton maître bouclier de Senjin. Donc il se casse les dents, mais s'il n'attaque pas de peur de se prendre trop de dégâts, du coup il se prend un ping dans la tête de l'autre côté. Donc voilà, donc là il pourrait éventuellement utiliser son... Bon d'accord, j'aurais pensé au pouvoir héroïque, mais il se prenait des dégâts, donc là il a une bonne main. Donc là ce qu'il faudrait faire, non, éviter de trop rush face, puisque vous voyez que là il s'est pris très cher par le grand rush point là du coup. Donc ce qu'on pourrait essayer de faire, bah déjà explosion des arcanes, ping sur la 2-2, du coup qui sera une 2-1. Donc là avec une carte et le pouvoir héroïque on va se débarrasser de deux cartes. Donc là
pouvoir héroïque sur la 2-1. Donc elle est éliminée. Donc là, ce que tu pourrais faire, ce serait... tu choisis soit le chef de raid et face, tu pourrais. Mais ce serait une mauvaise optimisation, je pense. Ce que tu pourrais faire, ce serait le gueule d'acier des oasis. Donc ça fait une pression parce qu'elle a beaucoup de points de vie. Et tu face avec ton ogre roche-point. Puisque l'ogre roche-point fait une très grosse pression sur le board. Donc il va absolument essayer de la trade avec sa 4-3. Donc tu t'assures quand même des points de vie. 6 points de vie, c'est quand même pas... C'est énorme quand même, donc tu vas attaquer face. Je vais l'attaquer donc directement. Et voilà, il se retrouve à 16, juste un point de vie de plus que moi. Je pense qu'il va tenter de me tuer l'ogre roche-point au prochain tour. Ça me laissera donc la gueule d'acier des oasis pour pouvoir lui infliger 2 dégâts, sauf si j'invoque mon chef de raid avant ou si je tire une autre carte. Donc je tiens à préciser que le gros rochement, comme il fait une très grosse pression, à mon avis il va essayer quand même de le trade. Donc là, chien du magma, très bonne carte. Donc là il choisit d'attaquer la gueule d'acier des oasis. Donc il trade l'ogre roche-point comme je l'avais annoncé. Donc l'écumeur murloc, donc là à mon avis il faut essayer de bourrer un peu le board pour essayer de lui mettre une certaine pression. Donc là on peut tout mettre, donc on va essayer de mettre tout ce qu'on peut. Donc là du coup vous voyez que il y a une 5-4, donc s'il nous a attaqué... Non, surtout pas. Tu attaques ses points de vie. Puisque s'il va t'attaquer ta carte, au pire des cas tu perds pas grand chose. Mais si par contre il attaque par exemple le chef de raid, donc là il va attaquer avec son pouvoir héroïque puisqu'il ne perd absolument rien. Non, même pas. Merci l'IA du jeu. Donc là s'il n'a pas de provocation, il est foutu. Il est complètement foutu là. Puisque du coup là, ce qu'on va pouvoir faire, vous voyez c'est lame nuit déjà, tu balances la lame nuit tout de suite. Et là, vous voyez il est à 4 points de vie. Et là on peut murloc. Et enfin, après tu fais comme tu veux là, tu le balayes. Tu le balayes sur ton passage. La grande règle quand même, du moins 2. Oui, ça c'est pour s'amuser au début. Après quand on sera plus haut, ça va un peu être un peu moins comme ça quand même. Donc voilà, on a le troisième héros débloqué, tout va bien. Donc du coup, je pense que ça va être à moi. Sauf si éventuellement on a passé le temps. Donc ça fait 11 minutes et j'avais oublié de le mettre au début, donc je pense que ça fait à peu près l'heure. Au pire des cas, ça fait une vidéo de 20-22 minutes, 25 minutes peut-être, tout au plus. Donc je pense que ça suffit, donc je vous laisse fermer la vidéo. On se retrouve pour la suite. A plus.